Alors aujourd'hui, j'ai une question assez simple, toute simple à poser, mais comment ont-ils pu faire ça? Alors en moins de 2 semaines, on est passé de la guerre commerciale va tous nous tuer à tiens, et si on parlait de la dette publique et des taux à 5%? Et là, d'un coup, les mecs qui prêtaient aux États, ils ont dit « Ah, stop, basta, arrêtez de nous prendre pour des pigeons ». Résultat, plus personne ne veut prêter, sauf à des conditions d'usurier, et pendant que les marchés flippent, les politiciens continuent de claquer du fric comme si c'était pas leur problème. D'ailleurs, c'est pas leur problème, mais ça on en reparlera plus tard. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sexy, glamour et bourré d'adrénaline, le marché obligataire. Et oui, si, je vous assure, le marché obligataire, ça peut être sexy. Pas souvent, mais ça peut. Bienvenue donc dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 mai 2025. Et ce soir c'est le week-end et lundi c'est congé aux States, ça nous fera des vacances. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors je vous avoue un truc, je reste quand même assez bluffé par la vitesse à laquelle on a switché du « les droits de douane vont foutre le feu à l'économie mondiale » à « les États sont tellement endettés que plus personne ne veut leur prêter un centime ». Et quand je dis bluffé, faut pas croire que j'ai la bouche grande ouverte, les yeux tout ronds, non, c'est juste que c'est une manière polie de dire qu'on voit le mur arriver depuis un bail, mais qu'apparemment on était nombreux à avoir oublié de lever les yeux du tableau de bord ou du téléphone portable. Tout a commencé donc en début de semaine avec les Japonais, ils ont voulu lever un peu de pognon sur le marché, résultat personne n'en a voulu, personne, nada, que dalle. Et 2 jours plus tard, c'est l'Amérique qui tente de caser son 20 ans, même punition, même sanction, on en a parlé hier, on va pas revenir dessus. Et en plus, le Premier ministre japonais dit qu'ils sont dans un état pire que la Grèce. S'ils sont dans le même état que l'Acropole, c'est vrai qu'on est assez mal. Bravo. Bien joué. Et pourquoi tu leur as dit qu'on est allé en Grèce? Bah s'ils avaient demandé, voilà pourquoi. Ah ouais, demandé. De toute façon, c'était Sirtaki ou Kazachok alors. Ouais, bah moi, tu vois, j'aurais préféré Kazachok. Qu'est-ce que tu disais là? Bref, donc là tout de suite, personne veut signer le chèque et tout le monde semble prendre conscience de la vitesse à laquelle on se rapproche du mur. Ce genre de moment rare où tous les acteurs de l'économie mondiale se réveillent en même temps et se demandent comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là. Et surtout comment est-ce qu'on a pu passer à côté de la bombe à retardement qui clignote depuis au moins 20 ans. See, all done. Raj. Yeah. Grab that cat. Grab the cat. Alors remettons tout de suite les bons du trésor au milieu du village, ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que la dette des États grimpe comme une fusée SpaceX sous amphétamine. Chez nous en Suisse c'est un petit peu différent, on fait profil bas, on n'aime pas les dettes, on n'aime pas faire de bruit, et on préfère se faire peur à l'idée de ne pas pouvoir rembourser plutôt que de vivre à crédit. Mais par contre, alors ailleurs, c'est open bar, c'est Disneyland, et les 2 boss du parc d'attractions, eh bien, ce sont les USA et le Japon. Bruno Le Maire, oui, on sait qu'il a transformé la France en espèce de junkie de la dette et qu'il donne des leçons d'économie et de guerre à tout le monde en ce moment, mais avec ses 113% de dette PIB, c'est un petit joueur comparé aux champions du monde que sont les Américains et les Japonais. Et alors, pendant que tout le monde essayait de deviner si les nouveaux droits de douane allaient ou non faire exploser l'inflation, et si Jérôme Powell allait monter les taux ou partir à la pêche au gros, on a vu donc revenir comme un boomerang une espèce de réalité bien plus brutale, et plus personne ne veut prêter à personne. En tout cas pas assez tôt, pas avec cette montagne de dettes et pas sans garantie. Et alors soudainement, les yeux se sont braqués sur les Treasury Auctions, les calendriers, les montants à lever et le vide abyssal qu'on a en face de nous. C'est devenu la nouvelle obsession. Et franchement, il y a de quoi. Et puis en plus de ça, comme un vieux dossier qu'on avait planqué sous la moquette en espérant que personne n'y touche jamais, une question est revenue hanter les salles de marché. Comment est-ce qu'on a pu laisser la dette exploser à ce point? Et tant qu'on y est, pourquoi personne ne fait rien pour la réduire? Et bien là, pas besoin de se taper une commission parlementaire ou bien un think tank à 3 lettres pour avoir la réponse. C'est limpide, c'est simple, c'est évident, c'est même clair comme de l'eau de roche. C'est tout simplement parce qu'ils s'en foutent royalement. Et oui, c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de chercher des explications alambiquées sur la complexité des budgets ou sur les contraintes macroéconomiques. La vérité toute simple, c'est que les politiciens s'en battent les
de la dette. Ils dorment très bien la nuit, merci pour eux, et ils ont même prévu de se faire une petite grasse matinée ce week-end. Tenez par exemple, prenez juste Trump, pas parce qu'il est plus pire que les autres, mais simplement parce qu'il est pratique comme exemple. Quand il est arrivé à la Maison Blanche la première fois, la dette US tournait autour des 19 000 milliards de dollars. Quand il est reparti, ou qu'on l'a gentiment reconduit à la sortie, selon ses versions à lui, on était à 22 000 milliards. Et là maintenant, après 4 ans de Biden en pilote automatique et le staff qui gère la Maison Blanche comme une maison de retraite de luxe, on est rendu à 36 883 milliards. Si, j'ai regardé ce matin. Et ça continue de grimper seconde après seconde, en live sur la US Debt Club, comme un compteur de calories après une raclette, une fondue au fromage et un chocolat chaud pour couronner le tout. Et vous savez quoi? Dans 4 ans, quand Trump sera parti, cette dette, ça sera plus son problème. Comme pour tous les politiciens. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est le pouvoir, les photos dans les journaux et les phrases bien senties à Davos ou à la tribune de l'ONU. Mais personne ne se fait élire en disant « Ouais, alors écoutez les gars, on va couper dans la dépense, ça va faire un petit peu mal, mais on va aussi assainir les comptes et surtout, on va baisser nos salaires. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils arrivent, ils chopent la carte de crédit du gouvernement et c'est open bar pour tout le monde. Ministre, copain, projet inutile, la fête est totale et donnez-moi ce qu'il y a de plus cher et puis c'est tout. Alors je crois que maintenant, aujourd'hui, il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées. La dette, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'un jour, ils seront dehors, planqués dans un conseil d'administration ou à faire des conférences à 30 000 balles la demi-heure. Et en plus, si ça se trouve, ils toucheront une rente pour le reste de leur vie à vos frais. C'est quand même vachement beau la politique, hein. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con de faire finance à la place comme métier. Mais par contre, alors, dans la série Retour de manivelle sur le floor de Wall Street, depuis quelques jours, un truc s'est passé. Et ça, il faut le comprendre. Les gens, les investisseurs, ceux qui ont encore un peu de thunes à prêter aux États, ont commencé à se dire « Non mais attendez juste une minute, est-ce que par hasard on nous prendrait pas pour des moujons ?» Alors le moujon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le croisement entre un pigeon et un mouton. Et donc les moujons se sont levés, et ils ne se sont pas levés pour Danette, mais pour dire stop! Stop au financement sans fin, stop à la dette sans limite, stop à cette semaine qui est bien trop longue. Et vous savez quoi? Eh bien, je crois que c'est tout à leur honneur. Par contre, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la politique, au niveau des politiciens? Bah non, ça va rien changer. Sans surprise, ils ne vont rien faire et ils continueront de faire n'importe quoi pendant que les marchés se font dézinguer dès qu'on leur propose un emprunt à 20 ans au-dessus des 5%. Et pendant que la confiance vacille, les gars du Congrès, eux, ils votent tranquillement une baisse d'impôts qui va coûter entre 2 000 et 4 000 milliards. Il y en a même qui parlent de 6 000 milliards. Donc en gros, ils sont en train de voter un rabais d'impôts, une explosion du déficit et ils sont même pas capables de nous dire combien exactement. Alors si vous vouliez des preuves comme quoi ils s'en foutent totalement, qu'ils s'en foutent comme de l'an 40, eh ben ça c'est une des meilleures preuves, ils s'en tapent et c'est pas fini, faites-moi confiance. Alors franchement, si après tout ça vous pensez encore que les politiciens en place se préoccupent de la dette, c'est que vous devez avoir une foi inouïe en nos chères élites dirigeantes. Ou alors, vous vivez dans une série Netflix à l'eau de rose où tout se finit bien à la fin. Parce qu'ici, dans ce monde réel, la dette, ils s'en tamponnent avec la grâce d'un député en fin de mandat. Par contre, là où ça devient intéressant, ou alors flippant, c'est selon le niveau de tolérance au chaos, c'est qu'on est en train d'atteindre une forme de pivot, une espèce de zone critique. Un de ces moments où on sent que si vous faites un pas de plus, vous avez 70% de chance de marcher sur une mine et 30% de chance de mettre un pied dans un nid de cobra. Cette zone, elle s'appelle le 5% sur le 20 ans et le 4,5% sur le 10 ans. Ces rendements-là, c'est pas juste un chiffre, c'est comme un signal. C'est le moment où on se rend compte que les obligations commencent à devenir sexy face aux actions, et quand les obligations deviennent sexy, Wall Street commence forcément à patiner dans la semoule, et en général, ça se complique. Et c'est ça le vrai danger pour nous, investisseurs en actions, hein. Pas parce que le marché obligataire soit plus performant, non. Le danger, c'est que si les taux montent parce que plus personne ne veut prêter, on entre dans un terrain miné, un terrain où les bourses ne progressent plus, où les États payent leurs dettes comme un étudiant paye ses pizzas avec des tickets restaurants, et où tout le système commence à couiner. Reprenons juste l'image du Premier ministre japonais l'autre jour, hein. Il a dit que la situation du Japon était pire que celle de la Grèce en 2011. Oui, alors, je sais pas si vous vous souvenez, les bonds à 30%, les émeutes dans les rues, le FMI qui débarque comme le GIGN pour sauver le monde. Eh ben, si on se tape la même chose avec le Japon, préparez les anti-vomitifs parce que ça sera pas un roller coaster, ça sera pas un grand 8, ça sera un manège qui tourne en boucle mais à l'envers et qui a en plus les freins cassés. Alors non,
C'est pas encore le moment de paniquer, mais le doute, lui, commence à être vachement bien installé. Et quand on fait la somme de toutes les peurs, le tableau, il est pas non plus hyper rassurant. Une guerre commerciale entre la Chine et les USA qui est tout sauf réglée, même s'il paraît qu'ils se sont whatsappés récemment pour s'envoyer des emojis cœur avec les doigts, une croissance européenne qui fait penser à un escargot asthmatique, une économie américaine qui flirte avec la récession, une inflation américaine qui n'a pas encore renoncé à ses plans d'évasion, comme dans Prison Break, et au beau milieu de ce bordel, on a des investisseurs qui veulent bien vous donner un peu d'argent, mais à des taux dignes d'un mafieux du Bronx qui t'explique gentiment que si tu rembourses pas, il te pètera les deux ménisques à coups de marteau. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Une situation aussi lisible qu'un sudoku et niveau expert, mais avec la moitié des cases effacées. Heureusement, on a de la chance. Enfin, si on peut appeler ça de la chance. Les marchés aujourd'hui ne savent gérer qu'un seul sujet à la fois. Un problème à la fois, et pas plus. Et cette semaine, c'est tombé sur l'obligataire. Depuis hier, miracle, les taux du 10 ans ont baissé un peu. On est à 4,53, champagne, et le 20 ans a arrêté de grimper comme un alpiniste sous Red Bull. C'est pas la fête, mais on se dit, ça aurait pu être pire. Et avec notre mémoire de poisson rouge et nos horizons d'investissement dignes d'un gamin sur TikTok, on va devoir faire avec ça. Hier, Wall Street a flotté mollement à l'équilibre, l'Europe, elle, a corrigé parce qu'elle avait loupé la claque US de la veille, et ce matin, tous les articles sans exception pointent du doigt le même coupable, la dette et le déficit américain, qui semble aussi incontrôlable qu'un open bar dans un congrès de traders. Bref, comme je le disais au début, en 48 heures chrono, on est tous devenus des experts en obligations et du coup l'inflation, la récession, les tarifs douaniers oubliés, rayés de la carte, rayés de nos cerveaux. Aujourd'hui, c'est le rendement qui commande. Et le marché, lui, il écoute. Et alors ce matin en Asie, l'Asie a ouvert les yeux avec un sourire en coin, ce genre de sourire qu'on fait quand on se réveille d'un mauvais rêve, mais qu'on sait que la réalité dehors, c'est bien pire. Le Japon grimpe malgré une inflation qui dépasse les attentes, 3,5% contre 3,4% attendu, mais c'est pas grave, on fête quand même, parce que la vraie bonne nouvelle du jour, c'est que les rendements américains ont enfin arrêté de grimper. Et ça suffit à calmer les nerfs. Mais du côté du pétrole, on est à plat, le marché retient son souffle, les tensions géopolitiques sont là, bien sûr, Iran, Ukraine, tout le monde est à Rome ce vendredi pour négocier, mais la vraie inconnue, c'est l'OPEP et son éventuel coup de boost de production pour le mois de juillet. Résultat, le pétrole glisse lentement mais sûrement, ça ressemble plus à une glissade qu'à un plongeon, mais personne n'ose vraiment se mouiller pour faire des prévisions sur la suite, un peu comme une météo un peu douteuse, un risque de soleil potentiellement de pluie et peut-être même de la neige. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, petit retour en arrière, la Cour suprême est venue rappeler que la Fed n'est pas une agence gouvernementale comme les autres, elle est hybride, indépendante et surtout pas virable sur un coup de sang présidentiel. Trump peut donc râler, se rouler par terre et taper des poings, ou alors tweetstormer et taper du pied, mais Powell reste en place et au vu de la situation actuelle, c'est pas plus mal, parce que si en plus on commence à flinguer l'indépendance de la Fed, on peut aussi mettre le feu à Wall Street en même temps, ça sera pareil. Et en attendant, pour l'instant, Powell tient bon, premier round, Powell a remporté au point. Et puis autrement, on notera que Snowflake casse la baraque avec un chiffre d'affaires à plus d'1 milliard pour la première fois sur le trimestre, plus 14%. Fannie Mae et Freddie Mac sont de retour en orbite après un clin d'œil de Trump qui pourrait les remettre sur le marché, plus 47 et plus 43%. Humana et CVS se font exploser avec un gros tour de vis autour des audits Medicare. Sunrun se pète la gueule de 37% à cause d'un coup de rabot fiscal anticipé sur les crédits d'impôt sur le solaire. Nike renoue avec Amazon après 5 ans de fâcherie, on va dire. Et puis Urban Outfitter tape un joli plus 23% grâce à des ventes solides. Analog Device se fait démonter malgré de bonnes prévisions. Allez comprendre. Et puis chez nous, Relief Therapeutics sort la perf de la journée, voire de la semaine, avec un plus 50%, un spray expérimental, une désignation pédiatrique rare, des résultats cliniques prometteurs, et voilà, la Suisse qui s'offre un moment Nasdaq, et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, franchement, côté macro, c'est pas l'explosion de données, on aura bien sûr le PIB allemand, mais bon, on sait tous que Berlin va ouvrir les vannes budgétaires, donc on s'en fiche complètement. Côté US, permis de construire et vendre de maisons neuves au programme, et surtout, n'oubliez pas, lundi, les USA sont donc fermés pour cause de Memorial Day, donc dès ce soir, Wall Street plie bagage, les volumes de lundi seront faméliques, mais on fera semblant de croire que nous, les Européens, on peut vivre sans eux. Et ce matin, que font les futurs? Rien, pas grand chose, ils digèrent, ils attendent, tout le monde a les yeux rivés sur les rendements du 10 ans, du 20 ans et du 30 ans, parce que depuis 48 heures, on est tous devenus des experts en obligations. Même moi, j'ai l'air concerné quand j'en parle, alors que j'attends juste l'ouverture des caves ouvertes ce week-end à Genève. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Nous, on se retrouve bien sûr demain matin pour un Swiss Bliss sur les taux, encore. Et pour ceux qui ferment boutique ce week-end, on se voit lundi pour un Morning Bull Live sur je sais pas trop quoi, parce que tout sera fermé, vu qu'il n'y aura pas grand-chose à raconter. Excellent week-end, à demain, ou à lundi, ou à bientôt. Bye bye.